Il faut que les gens apprennent à ne pas perdre du temps. Ils apprennent à travailler, à se consacrer au travail, se mettre au travail. L'homme doit travailler, la personne, l'être humain doit travailler au moins 8 heures par jour. Je dis bien travailler, je n'ai pas dit aller au travail. Okay, c'est deux choses bien différentes. Ça fait deux choses différentes. Bienvenue sur Voix d'expérience, le podcast des ambitieux, un espace dédié au parcours inspirant, aux leçons de vie et aux conseils pratiques de ceux qui ont tracé leur chemin avec détermination. Je suis Félicité Ndop et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast en vous faisant découvrir des personnalités inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, une personnalité dont le parcours force le respect. Écrivain, enseignant, ancien président du conseil d'administration des musées des civilisations noires, ancien administrateur des monuments de la Renaissance africaine. Autant de casquettes qui témoignent de son engagement et de sa passion pour la transmission du savoir et la valorisation de notre patrimoine. Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un enseignant? Est-ce que c'est une passion que vous avez toujours eue ou c'est un choix que vous avez fait au cours de votre parcours? Bon, moi, j'ai choisi d'être enseignant. J'aurais pu être médecin, j'aurais pu être footballeur. Okay. J'ai joué bien au foot. Ah bon? J'aurais pu, j'aurais pu faire tout au lycée. J'étais un brillant élève. Ok. Mais moi, j'ai choisi d'être enseignant. Parce que c'était, à mon avis, de tous les métiers que je voyais, c'était celui qui était le plus honorable. Ok. C'est des brillants élèves qui devenaient des enseignants. Et meilleurs devenaient enseignants. Et donc, j'ai choisi ce métier parce que aussi ça me permettait de faire ce que je voulais en termes de transmission. De connaissances, d'éducation, je pense que c'est fondamental, mais vraiment pour moi-même, de continuer à me cultiver, à travailler dans le sens de la quête du savoir. Vous savez, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et qui est déterminant, je crois pour moi-même et pour ceux de ma génération, c'est que nous avons toujours eu un souci très fort de l'excellence. Okay. Être excellent, c'était le credo de tout le monde. Tout le monde voulait être excellent. Et excellent dans tout ce qu'on entreprenait. Et c'est ce qui fait que nous avons toujours aussi travaillé, agi dans un esprit d'émulation. Je ne dis pas de compétition ou d'adversité, mais d'émulation, où chacun cherche à faire plus sur lui-même et plus que son vis-à-vis et son camarade. Et dans l'école, c'était ça l'idée. Le dernier de la classe ne sortait pas. Personne ne voulait le dernier. Il fallait être parmi les premiers. Et c'est ça qu'on considérait. Et il y avait des discussions des prix. Ah ouais. Et on remettait, on décorait les premiers. Ça aussi, ça a été abandonné, hélas. Donc, cet esprit d'émulation, cet esprit de l'excellence nous a guidés. Et pour moi, l'école était la référence principale. Ok. Donc, j'ai voulu être enseignant. Être parmi les meilleurs pour être enseignant. Et puis maintenant, dans le métier d'enseignant, également être parmi les meilleurs. Parce que ce sont les enseignants qui ont fait l'Afrique, qui ont fait le monde. Ouais. Ce sont les enseignants qui ont fait les livres. Ce sont les enseignants qui ont transmis le savoir. Ce sont les enseignants qui, à mon avis, représentent, avec ceux qui soignent et ceux qui cultivent la terre, et représentent, je pense, l'essentiel de la communauté. J'aimerais savoir quel conseil donneriez-vous à un jeune de cette génération-là qui aimerait exceller dans l'enseignement? Dans les études. Dans les études, puis pour être enseignant plus tard. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vouloir être enseignants. Je ne sais pas s'ils veulent être enseignants ou s'ils n'ont pas d'autre choix. C'est vrai qu'il y a d'autres métiers qui attirent davantage. Oui. Mais le métier d'enseignant me semble être le plus noble. Le plus noble. Peut-être pas celui qui donne le plus de ressources financières, peut-être. Encore que.
Mais en tout cas, à mon avis, c'est le plus noble. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux jeunes? Et comme j'ai dit tout à l'heure, de chercher à être excellent. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, à se battre. Vous savez, ce que les gens ne font plus maintenant, c'est l'endurance dans la quête de ce que l'on veut. Vous voyez, les gens vont trop vite à ce qui est facile. Il y a une sorte de paresse, une sorte de laisser aller, d'abandon, qui fait qu'on se laisse conduire. Alors qu'il ne faut pas être un objet, il faut être un sujet. Il faut penser et agir. Il faut vouloir, il faut penser, il faut agir. Se donner des objectifs et travailler à atteindre ces objectifs par le travail, pas par la facilité. Tout ce qui est facile, à mon avis, dans cette société-là, c'est mauvais. Il faut que les gens apprennent à travailler. Travailler, c'est prendre le temps de travailler. S'organiser. Ne pas perdre du temps. Et malheureusement, aujourd'hui, on perd trop de temps. Ça c'est vrai. Le téléphone portable fait perdre énormément de temps à nos jeunes. Je ne comprends pas. Alors que ce n'est pas qu'en Afrique qu'il y a le téléphone, il y a des nouvelles technologies. C'est en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Mais les jeunes là-bas ne sont pas comme chez nous, où on passe son temps à se photographier avec son téléphone, à envoyer des trucs, je sais pas quoi, à être dans des choses qui nous font perdre du temps. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas été préparé à cette technologie. Peut-être que les gens ont reçu des technologies comme ça, et puis ils n'ont pas été préparés. De sorte que ça devient une sorte de gadget, qui est plus du truc qui tape à l'œil, et les gens vont dans ce sens-là. Mais quand on mesure le temps qu'on perd, le temps que les jeunes d'aujourd'hui, mais même les moins jeunes, perdent par jour, au détriment du travail productif. Même ceux qui ont un emploi et qui travaillent, allez les voir sur le lieu de travail et voyez le temps qu'ils perdent. C'est fou. Il faut que les gens apprennent à ne pas perdre du temps. Ils apprennent à travailler, à se consacrer au travail, se mettre au travail. L'homme doit travailler, la personne, l'être humain doit travailler au moins 8 heures par jour. Je dis bien travailler, je n'ai pas dit aller au travail. C'est deux choses bien différentes. Ça fait deux choses différentes. Ouais. Travailler, s'occuper, faire des choses, des activités qu'on peut évaluer. C'est ça, moi en tout cas, ce que je ne vois pas et ce que je souhaiterais qu'il soit. C'est le conseil que je donne aux gens, il faut travailler. Pour soi-même, pour son propre développement, pour sa communauté, pour être utile à quelque chose. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner à tout le monde. Soigner les valeurs. Se rappeler les grandes valeurs, les valeurs humaines. C'est les valeurs de respect, les valeurs de grandeur, d'honnêteté, les valeurs telles que la justice, être soucieux de nos traditions. Je ne dis pas revenir en arrière, mais quelque chose pour moi qui est fondamental, c'est la famille. Pas la famille, qui peut s'élargir au voisinage, à l'amitié. Mais ces relations humaines, les relations cultivées, les bonnes relations humaines. Parce que c'est ça qui donne un sens à ce que nous faisons. Si on considère qu'on n'est pas dans une communauté, mais ça ne sert à rien. Si on considère qu'on n'appartient à une communauté, d'abord familiale, ensuite de ville ou de village, ensuite d'une nation, d'une patrie et du monde, on fait partie de la communauté humaine. Et nous sommes des êtres humains, nous aboutissons, nous devons travailler à ce que se développe l'humanisme. Elle passe par les valeurs. Et ça, on l'apprend. On l'apprend dans la maison, apprendre à dire bonjour, à saluer, à dire merci, apprendre à donner un coup de main, apprendre à penser aux autres en pensant à soi, sortir de son égoïsme et regarder le monde plus largement. Ça, je pense qu'il faut l'inculquer aussi à nos jeunes. Et l'effort. Chose de l'effort. Ça, je l'ai déjà dit. Je pense que les jeunes devraient penser à ça. Et
se cultiver. Se cultiver. Se cultiver par la lecture. Aimer les livres. En faire des amis. Apprendre à lire ou réapprendre à lire. Et puis surtout, lire. Quand on ne lit pas beaucoup, on a très peu de chances de servir à quelque chose. Prenez des personnes qui lisent et des personnes qui ne lisent pas. Ceux qui lisent gagnent toujours en face de ceux qui ne lisent pas. Ah, c'est clair. Quand ils discutent entre eux, quand ils réfléchissent, quand il s'agit de monter des choses, mais ceux qui ont lu, mais ils prennent le pas sur ceux qui n'ont pas lu. Dans les pays développés, chaque citoyen lit en moyenne 15 à 17 livres par an. Ah ouais. Oui. C'est la base. Si dans nos pays-là, les gens ne lisent pas 15 livres par an, mais notre développement posera problème. Il faut que les gens lisent. Et ils ont beaucoup de possibilités de lire. Je disais qu'on perd beaucoup de temps sur les téléphones. Mais il y a des livres dans les téléphones. Ouais. On peut lire là-dedans. C'est vrai qu'il y a des livres dans le téléphone, mais il y a également d'autres types de distractions dans le téléphone. Et c'est ça qui consomme plus de temps. Donc, il faut inciter les jeunes à s'intéresser au texte. Et puis après, dès qu'ils ont pris le pli de lire, ça devient normal, naturel. On n'apprend pas à lire à 25 ans. On apprend à lire à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand on est tout petit. Et puis après, l'habitude de lecture s'installe. Ça, c'est le rôle de l'école. Et la famille. La famille. Je critiquais certains de mes amis. Ils sont dans des maisons qui sont cousues, très belles, très riches et tout. Eh bien, il y a tout dans la maison, sauf des livres. Les parents ne lisent pas, ils n'ont pas de livres pour les enfants. Il n'y a pas de bibliothèque à la maison. Et puis, la maison est riche, il y a tout. Et s'il n'y a pas de livres, comment voulez-vous que là-dedans, il en sorte des êtres humains normaux? Ça n'est pas possible. Donc, il faut que les gens cherchent à se cultiver par la lecture et par tous les autres aspects. La peinture, la musique, le théâtre, le cinéma. Ça, c'est des secteurs où l'on apprend beaucoup de choses. Et les médias, les télévisions nous apprennent aussi à nous cultiver. Mais encore faut-il que là-dedans, on aille voir les choses intéressantes. J'aime bien nos télés, j'aime bien nos médias. Je pense qu'il y a trop d'espace pour la distraction. Trop d'espace également pour le mimétisme, trop d'espace pour autre chose, trop d'espace qui nous sortent de nous, alors qu'il faut quand même que les gens se respectent eux-mêmes, se connaissent davantage, soient fiers de leur propre héritage et qu'ils puissent se développer après. Pour moi, c'est fondamental. Un Africain qui veut se développer doit se développer en tant qu'Africain, c'est-à-dire porteur des valeurs de son. Voilà. Et donc, j'ai un CM2, donc j'ai remporté le prix d'un concours de rédaction qui m'a valu une bourse pour la France. N'est-ce pas? Et c'était peut-être le déclic hein, pour écrire et je m'amusais à écrire des poèmes. Et quand on était au lycée, pendant les vacances, nous avions des activités culturelles intenses qui nous amenaient à produire des pièces de théâtre que nous écrivions nous-mêmes. Hein? Et ça aussi, c'est un exercice intéressant. Où on écrivait des pièces. Vous écrivez vous-même les pièces et vous les jouez. Et nous les jouions, voilà. Nous les écrivions et nous les jouions. D'accord. Mais en même temps, nous avions des références. Hein? Nous, on a grandi quand Senghor était président de la République. Quand Birago Diop vivait, quand Cheikh Hamidou Kane avait sorti l'aventure ambiguë, on avait des modèles, des vivants qui étaient là. Il y a beaucoup plus d'écrivains aujourd'hui, à l'époque, mais c'était des têtes de pont très très puissantes qui nous ont permis d'avoir des modèles. Et du coup, voilà, j'aime bien écrire. Et comme j'enseignais la littérature en plus, eh bien, je suis tombé facilement là-dedans. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui enseignent la littérature sont des écrivains. C'est pas exact. Ouais. Mais en tout cas, j'ai pu combiner tout ça. Hein? Et puis j'étais dans des environnements
qui permettait aussi d'écrire, D'écrire. en tout cas qui inspire. Mhm. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'étang et la mangrove dans la région du Sine Saloum. C'est vrai que quand on est là et qu'on est grandi, on a une âme poétique, on a une âme d'écrivain, Oui, ça c'est oui. clair. Ok. On a envie de transmettre des choses qui sont très belles. La littérature, c'est la beauté du langage. C'est ça la littérature. C'est la langue, le langage qui sont beaux. Et on dit les choses au mieux. Mhm. C'est pas? Et en même temps, on transmet. On transmet des connaissances. Ok. Donc, si je comprends bien, la nature joue un rôle très important dans la vie d'un écrivain. Mais de tout le monde. Pour moi, le danger de la ville, c'est qu'on perd la nature. Je reproche, en fait, je dis souvent aux petits-enfants, j'ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui manque. C'est de voir la mer tout le temps, même si on est à Dakar, on ne la regarde pas. Alors qu'elle est là, elle nous entoure. Elle nous hein. entoure. Alors qu'il faut s'arrêter devant la mer. Regardez la mer. On a le ciel. C'est malheureux de ne pas voir le ciel tous les jours. Et quand on est à Foundiougne, à Kaolack, à Sokone, à Toubacouta, on voit le ciel. Et on le regarde. Et on voit les étoiles. Mhm. Et on voit les nuages qui jouent. Au bord de la mer, on voit les couleurs qui changent, on voit les vagues, on voit les marées qui montent et qui descendent. On voit la lune, on sait ce que ça veut dire, on voit son attrait, on voit son évolution, on voit le soleil, on voit les oiseaux, on voit les animaux, on voit la communauté, l'univers, on voit le monde. En ce moment-là, on n'est plus soi-même, on est dans un ensemble. Et cet ensemble-là vous inspire forcément. Elle vous inspire, parce qu'elle vous dit des choses que le boulot dodo ne vous dit pas. Faut, je pense, s'intéresser à la nature. Il faut la vivre. Et si on ne l'a pas, on perd une bonne partie de son humanité. Il faut, je dis, c'est pas seulement pour les écrivains, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ok. Et est-ce qu'on peut devenir écrivain après l'adolescence? C'est possible. On peut devenir écrivain à tout âge. Ah oui, il y a des écrivains qui ont commencé à écrire. D'ailleurs, c'était la blague que nous disait un écrivain ici. Il fait partie du Cénacle des jeunes écrivains. Okay. Et il a 60 ans. Hein? Et plus. Donc, on peut à tout moment écrire. Mais ça veut dire qu'on portait déjà en soi les germes de tout cela. Et on peut écrire à tout moment. D'accord. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les clés pour un bon leadership. Bon, je crois que déjà, c'est de savoir ce qu'on fait. Hein? Avoir une culture de ce à quoi on est destiné là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Il faut aussi, je pense, savoir partager avec les gens avec qui on travaille. Quand on est responsable, savoir déléguer, par exemple. Mais il faut installer la confiance, permettre aux autres de s'exprimer. Il faut beaucoup de rigueur quand on est responsable. Beaucoup de rigueur. La responsabilité nous oblige à prendre tout au sérieux, sans jouer au sérieux. Prendre tout au sérieux, c'est-à-dire chercher le résultat, mais avec une équipe, conduire une équipe. Ce n'est pas facile, toujours, mais il faut le faire. Mais il faut avoir un sens très fort des responsabilités. Ah oui, un sens très élevé de la responsabilité. Et à partir de ce moment-là, travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, le président Wade disait qu'il faut travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Je pense qu'il a raison, mais il faut cela. Ponctualité, rigueur dans le travail, ne pas perdre du temps, chercher les résultats, être efficient. Parce que quand on est dans l'administration,
On travaille on travaille pour tout le monde. On est dans un service public. Est-ce que vous voyez? Avoir ce souci du destinataire de ce que nous faisons. Et on y arrive, voilà. Mais il faut déjà savoir ce qu'on fait. Il faut la compétence. Il faut avoir le profil du poste. Hein? D'accord. Récemment, vous avez été décoré Grand Croix de l'Ordre national, une reconnaissance prestigieuse. Comment j'aimerais savoir comment on atteint un tel niveau, en fait. Oui, il y a l'Ordre national, dans tous les pays, il y a un Ordre national. Au Sénégal, il y a l'Ordre national du Lion et l'Ordre du Mérite. Comment on y arrive? Il faut commencer par être décoré, par être un chevalier. Hein? C'est dans l'exercice des fonctions, dans le travail, de tous les jours, à quelque niveau qu'on se trouve. Hein? Okay. Vous êtes distingué parce que vous êtes, on considère que vous êtes, vous travaillez comme il faut. Et puis vous passez chevalier d'abord. Okay. Et puis comme dans l'armée, vous gravissez les échelons. Petit à petit. Petit à petit, tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans, il y a un tableau d'avancement. Okay. Si vous continuez à être bon, à travailler pour le mieux, pour le pays, et bien vous passez de grade. Dans l'ordre national, les grades, c'est chevalier d'abord, ensuite officier, ensuite commandeur, ensuite grand officier, et puis au bout de tout, il y a le grade de grand croix. C'est celui que j'ai obtenu. Et j'en remercie beaucoup les autorités sénégalaises, tous ceux qui, depuis 2000 et 98, ont proposé que je sois décoré de tous ces grades-là. Et ils sont nombreux, vous imaginez, ça fait quand même 20 et quelques années que je gravis ces échelons. Et c'est parce que, certainement, les gens ont pensé que je donnais satisfaction dans le cadre du travail que j'exerce. Je dis, c'est destiné à tout le monde. Il n'y a pas c'est pas destiné au directeur ou n'importe qui. Donc, tous les travailleurs peuvent accéder à l'Ordre national du Lion ou du Mérite si on reconnaît leur apport à ce que le Sénégal se développe comme on veut. Alors, j'aimerais savoir comment encourager la jeunesse à mieux s'impliquer dans la préservation et la valorisation de notre patrimoine africain. Voilà une question importante. Voyez-vous, il faut bien faire attention au mot patrimoine. Bon, qui vient de pater, qui vient de père, on aurait bien pu dire le matrimoine. Hein? Et je crois qu'on aurait même mieux fait de choisir ce mot-là. Hein? Mais ça renvoie au père, ça renvoie à la patrie, ça renvoie à la base. À la base. Ça renvoie à notre identité. C'est le patrimoine. Et il se construit depuis des millions d'années. N'est-ce pas? Mais ce patrimoine-là, il faut le transmettre. Mais on ne transmet de ce qui a été, on ne transmet que ce qui mérite d'être transmis. Ce qui mérite d'être transmis. Il faut le transmettre aux générations. Mais quand vous vous promenez dans les pays développés, vous lisez l'histoire dans la rue. Mais les traces de l'histoire, est-ce que vous voyez, on se transmet cela. C'est écrit, c'est figé dans la pierre. Vous voyez. Les objets sont préservés dans des musées. Pas pour qu'ils y dorment, mais pour qu'ils puissent inspirer. Le patrimoine, c'est très important. Mais le patrimoine, il y en a deux, il y a deux catégories. Il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Celui qui est tangible, celui qui n'est pas tangible. Et c'est les deux qu'il faut transmettre, en essayant autant possible de les confronter à l'évolution du monde, c'est-à-dire au moment, à l'époque. Il faut contextualiser. Et c'est ça le plus difficile. De faire en sorte que le patrimoine ne soit pas vu comme des éléments du passé, qu'il faut oublier, mais comme, il faut le considérer comme des éléments de redéfinition d'un objectif, d'une vision. Parce qu'il y a une trajectoire. Je pense qu'à la famille et l'école
doivent jouer un rôle fondamental. Ok. Et l'État aussi, s'il ne garde pas. On se rend compte qu'il y a énormément de choses importantes dans les maisons que l'on jette, que l'on abandonne, parce qu'on n'a pas conscience que c'est important. Comme quoi, par exemple? Mais les objets, Ok. tous les objets, tous les objets. J'ai vu à la télé détruire des mortiers parce qu'il y a des machines à. J'ai trouvé ça très grave. Il faut garder les mortiers, les montrer, toutes catégories confondues. Au musée de la place Soweto, il y a une gamme importante d'instruments de musique. Il faut aller voir ça. Aujourd'hui, on aurait pu tous ces instruments-là faire en sorte qu'ils influencent de nouvelles formes d'instruments, ou même qu'on les valorise autrement. J'ai été une fois amené à travailler sur les tirailleurs. Ok. Et je devais monter une petite exposition là où j'habite en France, dans l'Oise, où s'est passée la Première Guerre mondiale. Et je voulais monter une petite exposition des tirailleurs sénégalais. Ok. Là-bas. Et j'ai fait le tour de certaines maisons de tirailleurs pour avoir des objets. Ils n'ont rien gardé. Il y en a très peu qui ont gardé des petits objets des tirailleurs. Tout a été perdu, abandonné, jeté. Parce qu'on considère que c'est pas important. Les vêtements qu'ils portaient, on les a offerts, on les a laissés déchirer, on est allé au champ avec. Les petites médailles, ils en ont gardé quelques-unes. Mais les gourdes, les chaussures, etc., on aurait pu les garder. Même pour la famille. Je ne dis même pas pour lui. Mais même pour la famille. Que la famille dise, ah ça c'était la tenue de mon grand-père quand il est allé à la guerre. Et comprendre un peu ce que ça veut dire, tout cela. Et d'autres objets dans les maisons. Allez-y. Voyez vous-même, est-ce que vous avez gardé vos cahiers de CI, de CP, de CM1, de CM2? Demandez aux gens, est-ce qu'ils ont gardé leurs cahiers? Ils ont gardé leurs livres, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont gardé leurs devoirs, leurs copies? Oui. Est-ce qu'ils ont gardé leur encrier? Est-ce qu'ils ont gardé leur stylo? Qu'est-ce qui leur reste, eux, de leur propre histoire qu'ils auraient pu montrer à leurs enfants, à leurs petits-enfants? C'est pas, c'est un patrimoine, ça. C'est très important. Demandez aux gens, dans les mosquées, dans les églises, quand ils les ont reconstruites, qu'est-ce qui est gardé? N'est-ce pas? Le patrimoine, il faut qu'il y ait une trace quelque part. Pour que les gens puissent se souvenir. Oui, pas seulement se souvenir, mais s'en inspirer. Parce que c'est la superposition. Sinon, on réinvente la roue. Quand on a le patrimoine, on ne réinvente pas la roue, on va plus loin. Quand on ne garde rien, mais on réinvente. On pense qu'on a créé des choses, alors que ça, c'est même dépassé, c'est démodé. Parce que les gens ont fait mieux il y a 200 ans. Si vous pouviez donner un conseil à la jeunesse africaine, lequel serait-il? Bon, j'ai dit un peu ça tout à l'heure. Nos pays aspirent à se développer. N'est-ce pas? Nos pays sont pourtant des pays riches. Mais riches d'une richesse extraordinaire, c'est riches de leur jeunesse. 70% de l'Afrique, des populations africaines, sont des jeunes. C'est-à-dire une force incroyable, qui peut penser, qui peut agir. Il faut que ces jeunes aient conscience que le devenir de l'Afrique dépend d'eux et de personne d'autre. Et pour cela, il faut qu'ils s'arment de courage. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents, mais il faut s'armer de science et de courage pour affronter les difficultés. Ça ne peut pas être facile. Il faut que ce soit difficile. Diouf, le président, disait, c'est le difficile qui est le chemin. Le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Il faut affronter les difficultés. Il faut les affronter. Il faut aller vers les difficultés et les affronter. Il ne faut pas aller avec celui qui croise les bras et qui dit « Djegal-moi, dimbale-moi, excuse-moi, pardon, aidez-moi ». Cette culture n'est pas bonne. Il faut que les gens affrontent les choses et qu'ils se disent « Nous avons le devoir, malgré les difficultés, de bosser, de penser, de travailler et de nous en sortir. Et chaque fois qu'on le fait, on s'en sort. » C'est pourquoi j'aime bien
voir nos femmes ici à Dakar et comme à l'intérieur du pays. C'est des modèles. Debout très tôt, 3h, 4h du matin. Ils se mettent au travail, mais acharnés, pour qu'à la maison, les enfants puissent être bien éduqués, puissent bien manger, puissent bien se vêtir, qu'ils puissent devenir des adultes, des hommes responsables. Le conseil que je peux donner aux Africains, c'est ça, c'est de prendre conscience de la responsabilité. Il doit les obliger à travailler, à ne pas se lasser de travailler, à affronter les difficultés, à oser les affronter. Et affronter les difficultés, ce n'est pas s'embarquer dans des bateaux, dans des pirogues pour aller. C'est pas une difficulté, ça c'est une fuite, une sorte de fuite. On pense aller se sauver, alors qu'il s'agit de sauver le continent. Il s'agit d'être respecté, de montrer qu'on est digne. Et cette dignité-là nous permet de faire face à. On n'est jamais humilié quand on joue la dignité. Et nous avons des exemples, tellement d'exemples, que notre histoire nous donne. Les luttes que, depuis des temps immémoriaux, les gens ont menées, mais doivent servir d'exemple. Aux jeunes, je dirais, allez-y, croyez en vous-même, croyez en vos pays, croyez en ce que vous avez, et faites en sorte de le faire fructifier. Et ça peut se faire, et ça se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous. Ici même, ça se fait. Pourquoi ne pas prendre ces modèles-là et aller de l'avant? Et je pense que de plus en plus, les jeunes le comprennent. Et j'ai confiance. Merci à M. Senghor pour cet échange. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Ben oui, je dois dire le mot de fin, il n'y en a qu'un seul. Ok. C'est merci, féliciter. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Je pense que tu en auras beaucoup des personnalités, des personnes, hommes et femmes, et des jeunes aussi, qui peuvent apporter beaucoup à la réflexion, à ce que les gens se remettent en question et puissent adopter les bonnes attitudes. Parce que quand on passe une journée à agir, le soir on doit s'évaluer. À quoi ma journée a servi? Et si les jeunes, les moins jeunes peuvent chacun apporter en disant simplement ce à quoi leur journée a servi pour que les autres puissent s'en inspirer. Ok, merci d'avoir suivi le podcast des ambitieux. Likez, partagez et abonnez-vous.